Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix de Sud Radio. Aujourd'hui, je suis tout seul à la baguette. On embrasse Cécile qui a pris une journée de repos amplement méritée. On l'embrasse. Mon petit doigt me dit qu'elle doit nous écouter. À 17h30, le grand débat du jour, Elisabeth Borne a dégainé ses réponses aux émeutes de juin dernier. Après le sécuritaire hier, place au social aujourd'hui. Elle demande au préfet de loger les plus précaires dans d'autres quartiers que ceux déjà touchés par la pauvreté. Promet une campagne massive de testing pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Tandis qu'hier, elle avait proposé de taper au portefeuille des parents d'émeutiers, de multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu ou d'imposer un stage à l'encadrement militaire pour les délinquants. Alors on vous pose cette question. Émeute, banlieue, les annonces d'Elisabeth Borne vous semblent-elles à la hauteur entre le préventif et le répressif, entre le social et les petits coups de règle sur les doigts? Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. On en parlera justement avec Farid Temsamani, délégué général de France Fière et porte-parole de Banlieue Plus. À 18h30, notre coup de projecteur. Ils ont fleuri au bord de nos routes en 2 décennies. Il y a 20 ans, le premier radar automatique était inauguré en grande pompe. C'était le 27 octobre 2003. Désormais, il faudra se méfier des boîtes de métal renfermant une caméra numérique et installée au bord des routes, car c'est parti. Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien viennent de présenter le premier radar automatisé dans l'Essonne. Et certains estiment même qu'à terme, il pourrait rapporter autant que l'ISF, 2,5 milliards d'euros. Ce premier radar allait être attaqué au marteau et à la masse moins de 48 heures plus tard, et pourtant depuis, ils se sont multipliés comme des petits pains. 4600 aujourd'hui. Les 3 quarts ont été endommagés à l'époque des gilets jaunes. D'un autre côté, la mortalité routière est passée de 7230 morts en 2002 à 3267 aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour vous, les radars automatiques, c'est réponse 1 des pompes Afrique, réponse 2 des vies sauvées. On attend vos témoignages au 0826 300 300. On en parlera avec une des voix de Sud Radio, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes qu'on retrouve tous les matins à 6h15 dans le Grand Matin. Et nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le président de l'Institut de la Parole, auteur de Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, mon cher Philippe. Je dirais même que Philippe est en quelque sorte le président d'honneur des vraies voix. Voilà. C'est bien dit, vous l'avez entendu. Permettez-moi de vous faire présidente d'honneur des vraies voix. En réponse, Elisabeth Lévy. Voilà, c'est ça la cotation, intérêt de l'être et de distribuer des prébendes. Voilà comment ça marche. Il est bien français, lui. Hein. Directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et René Chiche, directeur des rédactions du groupe La Fond Presse Entreprendre. Oui, et on va faire des jaloux puisque Cécile de Ménibus dit que vous êtes le plus grand patron de presse de l'histoire. Ce qui n'est pas faux. Et il n'est pas chiche de ces bons mots. Absolument. Je voudrais juste, aujourd'hui on fête bien sûr l'anniversaire des radars automatiques, les 20 ans. Mais nous souhaitons nous souhaitons un double anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de ma fille Pauline qui a aujourd'hui 33 ans. Donc je lui souhaite à l'antenne un bon anniversaire. Bon anniversaire à ma popo c'est son surnom. Bon anniversaire à votre popo. Cette émission est privatisée, il y en a. C'est pas comme les autoroutes, c'est et vous n'avez pas un petit message pour une tante ou un oncle? C'est la semaine prochaine. Allez. Vous n'avez pas une compagne ou une épouse? Allez, on écoute le répondeur aujourd'hui, c'est Franck de Dordogne. Franck en Dordogne. J'entends un monsieur là qui se prétend militaire et qui dit que après tout, ce serait bien que les militaires puissent élargir leur mission. Hein. Ils font bien des patrouilles dans les rues. Mon fils l'a fait, les patrouilles dans les rues, hein, les missions dites sentinelles. Donc, ce sont des jeunes. Bien souvent, ils n'ont même pas une cartouche dans leur fusil. Ils n'ont absolument aucune autorité. Ils ne sont pas assermentés. Quotidiennement, ils se font insulter. Ils font l'objet de bravades, de provocations. Et ils n'ont pas le droit de répondre. Et ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent pas arrêter les gens. Voilà. Vous entendez les vraies voix, ce témoignage de Franck de Dordogne, son fils militaire qui fait sentinelle, les gens les insultent et ils ne peuvent rien faire, rien dire, ils doivent se laisser faire. Est-ce que quand on parle de recul de l'autorité, c'est quand même pas la quintessence des types en uniforme, vous pouvez les insulter, ils n'ont rien le droit de faire?
Ah non, mais il nous apprend quelque chose que nous savons déjà. C'est très triste, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas le droit, il faut se laisser insulter et il faut attendre qu'un jour quelqu'un réagisse. Ou une autorité, précisément. Elisabeth Lévy. Alors, d'abord, effectivement, on pourrait toujours saisir le parquet, etc., outrage à personne... dépositaire de l'autorité publique. Oui, mais il faut quand même dire à cet auditeur qu'il ne nous écoute pas en direct, hein, c'est ça. Non, ça c'est les répondeurs. J'ai compris le principe du répondeur, donc il faut dire à cet auditeur que c'est une présence dissuasive. Moi, je connais bien la Légion, enfin certains régiments de la Légion étrangère, et de temps en temps, ils s'y collent, ils sont pas entrés dans la Légion pour faire ça. Oui. Et en plus, eux sont éventuellement formés pour, s'il y a une agression, pour éventuellement l'arrêter. Oui. Mais par ailleurs, c'est une présence qui est quand même dissuasive dans nos rues. C'est pas parce que je sais pas, c'est pas inutile du tout cette affaire de sentinelle. Voilà, ça nous protège un peu contre le djihadisme d'atmosphère. Oui, là je suis d'accord avec Elisabeth, parce que moi par exemple, actuellement j'en ai en bas de ma rue, vous voyez, mais par contre je découvre qu'ils n'avaient pas de munitions dans leurs armes, c'est ça ? Souvent quand vous regardez sur le FAMAS, on voit que le chargeur, il est enclenché, mais on ne sait pas s'il y a des cartouches dedans ou pas. Alors là, vraiment, ça devient très grave. Mais il y a très longtemps, je peux vous dire que je les voyais qui patrouillaient au moment des attentats de 95, ils n'avaient même pas les chargeurs dans les FAMAS. Mais actuellement, ils n'auraient pas de munitions. Alors, ça je sais pas, c'est ce que dit l'auditeur. Je pense qu'il faut vérifier. Parfois. Ne construisons pas une vérité. Non, mais ça m'étonne. Même parfois, ça m'étonne. Oui. Mais c'était le message de Franck de Dordogne et notre auditeur du jour, c'est Gilles de Chelles dans la Seine-et-Marne. Bonsoir Gilles. Gilles ? Oui, allô, bonsoir, excusez-moi. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Alors ça va ? Merci. Écoutez, ça va super bien, merci beaucoup. Et vous-même ? Ça va, mais je crois que vous avez un petit coup de gueule à pousser. En fait, oui, je vais essayer d'être rapide et concis. Là, vous n'êtes pas sans savoir que ça va faire une semaine, c'est ça, qu'on entend partout parler du conflit israélo-palestinien. Oui. Et si vous voulez, je suis un 3 semaines, c'est 3 semaines, c'est le 7 octobre. Oui, 3 semaines, pardon, c'est ça, depuis le 7 octobre. Et je suis halluciné, en fait, de voir à quel point ça a occulté tout ce qui s'est passé, que ce soit en Arménie, ou même en Ukraine et Russie. En fait, comment dire, je comprends qu'il y a la hiérarchie de l'information. Je comprends bien que c'est atroce ce qui s'est passé et c'est condamnable. Mais la manière dont tout le reste est passé à la trappe me choque un peu. Alors Gilles, on va faire réagir Elisabeth Lévy. C'est vrai que le conflit en Ukraine, ça faisait 90% d'une grosse chaîne d'infos en continu que je ne citerai pas. Ça a pratiquement disparu, par exemple. Il y a plusieurs questions, mais très vite. D'abord, il a raison, on voit bien que c'est souvent le cas dans l'actualité. Donc ça, c'est, à mon avis, un peu inévitable. Les événements chassent un peu l'autre. Et deuxièmement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, tout le monde a une opinion et tout le monde a un lien d'une certaine façon avec ce conflit, le conflit israélo-arabe, qui n'est pas seulement israélo-palestinien au départ. Et donc je pense que c'est toujours une source de curiosité pour moi, si vous voulez, qu'un tout petit pays paumé au milieu de nulle part et un tout petit peuple, parce qu'il y a, je sais pas, 30 ou 40 millions de juifs dans le monde, c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi. Et que ça fasse autant, si vous voulez, c'est une région qui produit beaucoup d'histoires, le Proche-Orient. Oui, je suis d'accord avec Elisabeth. Non, en plus, bon, le conflit entre Israël et ce mouvement du Hamas, ça a quand même une implication un peu plus directe en France, parce qu'en France, il y a quand même une communauté juive, une communauté musulmane, et ça a quand même plus d'implication. Donc c'est peut-être pour ça que c'est une Française aussi, outre le fait que le 7 octobre a été une journée historiquement horrible. On a vu une multiplication des actes antisémites, on n'a pas vu une multiplication des actes anti-russes. Voilà, exactement. Donc et l'échelle française... Je peux juste rajouter une chose très vite, c'est quand même aussi peut-être parce qu'on a assisté à quelque chose qui, malgré tout, a une forme de singularité qui a résonné comme ça dans beaucoup d'esprits, qui est une résurgence, si vous voulez, de l'exterminationnisme façon nazie, voilà, génocidaire, donc, et qu'on l'a vu. Donc c'est tout, c'est aussi une des raisons. Il faudrait pas, c'est évident, et
inévitable, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Vous avez raison. Parce que malheureusement, il y en a certains qui ne rêvent que de ça. Hein. Vous avez raison, absolument. Mais on reparle un peu de l'Ukraine. Gilles, J'ai remarqué quand Gilles, même on n'a plus le temps, on a passé le temps. Vous êtes notre auditeur du jour. Vous êtes préparé pour le qui c'est qui l'a dit ? Parce que vous allez voir, il y a un qui c'est qui l'a dit olympique. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur et les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Vous voulez réagir à nos débats ? La charmante et souriante Aude attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et René Chiche. Et tout de suite, dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu. Félix Mathieu, bonsoir Félix. 3 mots qui seront trêve, testing et génération. Emmanuel Macron réclame une trêve humanitaire à Gaza. Elisabeth Borne promet du testing massif contre les discriminations à l'embauche. Et puis, le Conseil constitutionnel reconnaît noir sur blanc aujourd'hui le droit des générations futures. Il l'a dit dans une décision. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre le maintien en détention provisoire du policier incriminé pour la mort de Noël. Oui, parce que un hasard malencontreux aurait pu me laisser penser que j'allais requérir contre quelqu'un que j'aime beaucoup, Albert Dupontel. Et heureusement, vous avez rectifié cette erreur absolument incroyable de notre remarquable Ottilie. Mais je trouve absolument scandaleuse la continuation de la détention du policier qui se voit toujours mis en examen pour meurtre pour le policier pour la mort de Naël. Ça date de la fin juin et il a présenté 3 à 4 demandes de mise en liberté et à chaque fois elles ont été rejetées par le juge des libertés de la détention et la cour d'appel de Versailles vient de confirmer ce rejet. Et je ne parviens plus à comprendre aujourd'hui pourquoi la détention qui devrait être l'exception devient la règle pour ce fonctionnaire de police, alors qu'à l'évidence, depuis la fin juin, on aurait pu espérer enfin une remise en liberté. Alors je rappelle ce fonctionnaire, la famille a dû déménager parce qu'ils étaient menacés de mort, ils ont dû partir à l'autre bout de la France. J'ai une question, moi, toute simple pour Philippe, que je remercie pour son propos. Est-ce que d'après vous, puisque vous posez une question, vous n'y répondez pas, mais est-ce que d'après vous, ça peut être tout simplement le chantage implicite à l'émeute ? Tout à fait. Voilà. Elisabeth, parce que vous êtes tellement douée que vous me permettez même de réparer mes oublis. Je voulais ajouter dans le propos, en effet, sur la forme interrogative, est-ce qu'ils ont peur que ça reparte ? Et probablement, il y a de ça. Oui, il y a peut-être cette menace de nouvelles émeutes éventuellement, mais en même temps, si des juges ont statué, vous qui êtes un homme de droit, un homme de loi, de en même droit temps, plutôt. Oui, absolument. Et si en plus la cour d'appel a confirmé, c'est que peut-être ils ont des éléments que nous n'avons pas. Vous voyez, tout en comprenant le désarroi éventuel de ce policier qui est actuellement détenu. Et de sa famille, n'en parlons pas. Depuis 4 mois. Mais, voyez, cher Philippe... Votre postulat est délicieux, mon cher René. Comment ? Votre postulat que les juges jugent en une espèce de transparence. Non, mais Elisabeth, moi je me place là dans l'intervention de Philippe et je me place dans le domaine de la loi. Si les juges ont statué à plusieurs reprises qu'il fallait le maintenir en détention, ça ne veut pas dire que je prends la défense des émeutiers ou de Naël, vous voyez, mais ce que je veux dire. Mais s'ils ont statué, si en plus la cour d'appel, en plus a aussi statué dans ce sens, il y a peut-être des éléments qui... alors, qu'en pensez-vous, Philippe Bilger, mais court. Moi, je crois tout simplement que c'est le trouble à l'ordre public qui continue à durer et qu'on exploite jusqu'à la surabondance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la peur... Oui. Qui détermine ce maintien en détention que l'équité. Mais oui, alors juste une dernière... Très court. Mais alors, ça veut dire qu'il va rester en détention Non, il y a un moment donné, le délai empêche de le maintenir, mais je trouve qu'on veut faire une politique pour l'exemple qui a ses limites. Tout de suite, 3 mots dans l'actu.
Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Trêve, testing et génération. Emmanuel Macron réclame une trêve humanitaire à Gaza. Le chef de l'État entend aussi faire évacuer 170 ressortissants français encore bloqués dans l'enclave palestinienne. Des opérations de testing massives pour traquer les discriminations à l'embauche. C'est l'une des promesses d'Elisabeth Borne pour sa deuxième salve d'annonces post-émeute. Le social aujourd'hui après les sanctions hier. Et puis le Conseil constitutionnel reconnaît noir sur blanc les droits des générations futures. Décision symbolique tout en validant en même temps le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure dans la Meuse. Les vraies voix Sud Radio. Beaucoup de gens vont bientôt mourir à Gaza. La mise en garde du patron de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, il réclame un cheminement significatif et continu d'aide humanitaire. L'armée israélienne indique de son côté avoir mené un nouveau raid dans l'enclave en vue de sa future offensive terrestre, sa riposte à l'attaque sanglante du Hamas il y a 3 semaines. Mais comme en écho à ces responsables de l'ONU, le président Macron réclame à son tour aujourd'hui une trêve humanitaire à Gaza. Le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. Nous demandons que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes. Nous sommes prêts à y apporter notre coopération en faisant bien la distinction entre les groupes terroristes, les autorités politiques et la population. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui ont subi des bombardements. Et j'ai une pensée toute particulière également pour les agents des Nations Unies qui sont là pour apporter du soutien aux populations qui meurent sous les bombes. Et donc une trêve humanitaire nous permettrait d'organiser véritablement la protection des plus fragiles et de mieux cibler l'action utile contre les terroristes. Le président Macron indique aussi travailler sur l'évacuation d'environ 170 ressortissants français bloqués à Gaza. Un mot, Elisabeth Lévy, ou Philippe Bilger, Non, mais je veux dire, ce qu'il dit est évident sur le plan de l'humanisme et de l'humanité, mais encore faut-il pouvoir distinguer. Je vois mal comment les Israéliens, dans leur bombardement, pourraient distinguer les offensives légitimes contre les, j'allais dire, les bavures, le terme est atroce, inévitables. Non, mais c'est ça que je voulais dire. D'abord, il y a une sorte... Bon, il y a des gens dont le statut est un peu, par exemple, que dire de ces parents qui sont tellement heureux, si vous voulez, quand leur fils leur dit « je viens de tuer 10 juifs et j'ai leur sang sur mes mains », avec la voix qui monte là dans les aigus, et les parents sont là, c'est la fête, ils viennent tous, allez maintenant mon fils, viens, t'es un héros. Bon, si vous voulez, c'est vrai que c'est des civils, si vous voulez, mais bon... je suis pas sûr que dans la reconstruction de Gaza, si vous voulez, ce sera... Voilà, donc... Et puis par ailleurs, il y a aussi un problème tactique que Philippe a soulevé. Et le Hamas se met précisément dans des endroits où il y a des civils. Si vous voulez, un mot très court, il y a du matos. Moi, j'ai juste une petite interrogation sur les ressortissants français qui sont à Gaza. Outre, je ne parle pas du personnel médical, etc. Il y a des gens, il y a des Français donc qui vivent à Gaza. Etc. Non, je ne parle pas des humanitaires. Justement. Il y a des gens qui vivent à Gaza. Alors, on peut se poser la question qui sont ces gens qui vivent à Gaza? Si. Écoutez, excusez-moi, quand même, il ne faut pas exagérer. On a le droit d'aller vivre à Gaza parce qu'on a de la sympathie pour les Palestiniens, parce qu'on a des amis palestiniens là-bas. Justement, il faut voir quelles sont ces sympathies éventuelles de ces gens. Deuxième mot, testing. Elisabeth Borne promet de s'attaquer aux discriminations. Oui, elle présentait aujourd'hui à Chanteloup-les-Vignes le deuxième volet de son plan de réponse aux émeutes de juin dernier. Hier, c'était les sanctions à faire payer les parents d'émeutiers, quintupler l'amende pour non-respect du couvre-feu, faire encadrer les jeunes délinquants par des militaires, débloquer 100 millions d'euros pour les bâtiments endommagés. Aujourd'hui donc, place au volet social. La Première ministre promet de lutter contre les discriminations. Nous doterons l'administration des moyens nécessaires pour conduire dès 2024 des opérations de testing massives. Notre objectif, traquer les discriminations dans l'accès aux stages, à l'embauche, au logement ou encore aux prêts bancaires. Du côté du logement social et du droit au logement opposable, Elisabeth Borne dit aussi vouloir éviter de concentrer la pauvreté et les difficultés dans les mêmes quartiers. Je demande donc au préfet de ne plus installer via les attributions de logements ou la création de places d'hébergement les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés. Toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit. La mixité est une chance, elle est nécessaire.
Annonce très critiquée par la Fondation Abbé Pierre qui voit une manière de barrer la route du logement social aux plus pauvres sans garantie d'avoir quelque chose à leur proposer ailleurs. En tout cas, Elisabeth Borne annonce aussi 456 millions d'euros pour favoriser la création d'entreprises dans ces quartiers prioritaires. Le gouvernement veut étendre aussi les horaires d'ouverture des bibliothèques et des collèges dans 500 quartiers du pays. Ces annonces sont-elles à la hauteur ? On attend vos votes et vos commentaires sur la page Twitter de Sud Radio. On reviendra dessus à 17h30. Troisième mot, les générations futures deviennent un sujet de droit pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et oui, décision symbolique des sages. Les gardiens de la Constitution le reconnaissent pour la première fois, je cite, « Le législateur, disent-ils, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. » L'avocat des associations écologistes plaignantes y voit, je cite, « une application très mesurée de l'adage amérindien selon lequel on n'est pas propriétaire de sa terre, mais qu'on en est juste le gardien pour ses enfants. » Un peu comme ce fameux jardin qu'on appelait la terre de Moustaki. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. Bon alors, une fois qu'on a dit ça, décision symbolique, vous disais-je, car sur le fond, une fois reconnu ce principe, le Conseil constitutionnel valide le projet controversé d'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO à la Bure, dans la Meuse, des déchets enfouis à 500 mètres sous terre et qui ne méconnaissent pas donc ce droit des générations futures, ont tranché les sages. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout de suite, on n'a pas le temps. À l'issue du comité je voulais dire une chose intelligente. Allez-y alors, mais 5 non, secondes. mais ce qui m'amuse, c'est la prolongation des horaires pour les écoles et les bibliothèques. Jusqu'à la prochaine émeute. C'était votre avis. À l'issue du comité interministériel des villes, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que les ménages les plus en difficulté ne seront plus logés dans les quartiers prioritaires. Une mesure visant à ralentir la concentration de la pauvreté. Émeute banlieue, les annonces d'Elisabeth Borne vous semblent-elles à la hauteur ? Notre invité Farid Temsamani, délégué général de Francières et porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir Farid Temsamani. Bonsoir à vous. Hier, c'était Elisabeth Borne version Mère Fouettarde et aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne version Mère Noël ? Ouais, moi je dirais plutôt Elisabeth Borne, plutôt Mère Fadaise, tout simplement. C'est bien gentil, un certain nombre d'annonces. J'ai pas l'impression que le gouvernement dans son ensemble ait vraiment pris la mesure de ce qui s'est passé l'été dernier, au mois de juin notamment. Tout simplement. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et René Chiche, c'est l'heure du grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu. Une enveloppe de 100 millions d'euros pourrait être mobilisée pour vous aider à la réparation et à la reconstruction. 60% des bâtiments publics partiellement ou totalement détruits ont d'ores et déjà été remis en état. La jeunesse des émeutiers, un quart à peine des auteurs avait plus de 25 ans. La force d'action républicaine concentrée dans un quartier tous les efforts de l'État à vos côtés pendant plusieurs mois. Nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires, de donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire. Ces constats nous interpellent sur l'avenir de notre jeunesse et sur la force de notre pacte républicain. Elisabeth Borne a annoncé ses réponses aux émeutes de juin dernier. Après le sécuritaire, le social aujourd'hui. La première ministre demande au préfet de loger les plus précaires dans d'autres quartiers que ceux déjà touchés par la pauvreté. Elle promet une campagne massive de testing contre les discriminations à l'embauche. Hier, elle avait promis de taper au portefeuille des parents d'émeutiers, de multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu, d'imposer un stage à l'encadrement militaire pour les délinquants. Autre annonce, des renforts de policiers, de juges et de travailleurs sociaux dans les zones sous tension, mais aussi une enveloppe de 100 millions d'euros pour reconstruire les bâtiments endommagés. Notre grand débat du jour. Les annonces d'Elisabeth Borne vous semblent-elles à la hauteur ? Vous dites non à 99%. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une majorité. Et on a Jackie Bordage, un auditeur qui a beaucoup d'humour, qui met Elisabeth Borne nous montre comment faire un saut à l'élastique du haut d'un trottoir. J'ai trouvé ça très amusant. Avec nous, Farid Temsamani, délégué général de Francières et porte-parole de Banlieue Plus. Farid Temsamani, on va faire un tour de table des vraies voix. Alors Philippe Bilger, hier c'était Elisabeth Borne tape sur les doigts, là aujourd'hui c'est caresse dans le sens du poil. Déjà je discuterais cette méthode très étrange qui ouvre une page hier où on parle de l'ordre et où on en ouvre une autre aujourd'hui où on aborde le côté compassionnel, le côté cœur.
moi, j'en serais resté à la première page, mais avec évidemment la crainte qu'elle demeure lettre morte comme d'habitude avec ce gouvernement qui semble considérer que les annonces sont suffisantes pour qu'on le crédite d'une action possible. Et en réalité, je ne veux pas anticiper sur ce que dira brillamment Elisabeth tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi non plus il est fondamental pour se donner bonne conscience de rajouter toujours un prétendu volet social à quelque chose qui exigerait une répression, une vigueur cohérente et exécutée. Elisabeth Lévy. D'abord, je salue comment dire, je cherchais, comment dit gentleman, c'est le fair play. Le fair play. Je cherchais le substantif, je ne le trouvais pas. La galanterie de Philippe. Parce que, évidemment, je suis pas du tout propriétaire de cette idée. À mon avis, il y a beaucoup de gens que ça crispe déjà, c'est-à-dire que ça confirme l'adage qui a déjà bien 40 ans, qu'en France, quand on veut obtenir quelque chose, il faut tout casser. Et donc, on dit dans la même séquence, il n'y a pas d'excuse à ce que vous avez fait, mais quand même, il y a des excuses. D'ailleurs, la preuve, bien sûr, ces petits, en fait, c'est parce qu'ils ont pas, les bibliothèques n'ouvraient pas assez tard. Moi, je pense que c'est une révolte contre le fait que les bibliothèques n'ouvrent pas assez. C'est-à-dire que des gens, il n'y a absolument aucune justification. C'est pas parce qu'on leur a pas donné ceci et cela. Tout le monde sait qu'on a investi dans ces banlieues à fond perdu, en vrai, et que c'est pas là le problème. Et ça n'est pas non plus parce qu'ils souffrent de discrimination. Si vous voulez, c'est une façon de justifier ce qu'ils font qui est vraiment incendiaire. Et vous avez raison, Philippe, ça doit être une tendance compassionnelle là derrière, mais c'est quand même la politique de l'excuse, et ça va nous emmener dans le mur une fois de plus, parce que la seule chose à dire, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Et il y avait une mesure que je trouvais intelligente vraiment, en dehors de l'encadrement militaire, mais bon, on n'a pas les... Mais c'était l'histoire de bannir le bannissement des réseaux, sauf que je veux bien, je paye un coca à Madame Borne si cette mesure a le moindre début de mise en œuvre. René Chiche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quand même un disque rayé, c'est même pas un disque, c'est carrément une discothèque rayée, parce que ces fameux plans, 99%. Mais tous ces fameux plans à répétition là, d'aide aux banlieues, ça fait plus de 45 ans qu'on en connaît. Il y en a à peu près. Le premier, c'est 1977. Voilà, sous Giscard. C'était exactement sous Giscard. Ça n'a pas arrêté. Il y a eu combien de dizaines de milliards qui ont été inondés sur les banlieues, dans tous les domaines, hein, dans les domaines culturels, associatifs, sociaux. Donc je ne comprends pas à quoi sert ce nouveau plan. D'ailleurs, on n'en voit pas vraiment l'efficacité. Je ne vois pas à quoi ça sert d'avoir un nouveau plan qui va coûter d'ailleurs combien, on ne sait pas vraiment, même si elle annonce 100 millions. 100 millions, mais là c'est une goutte d'eau par rapport à 100 millions. Voilà, exactement. Donc déjà 100 millions, qu'est-ce que c'est? Puis en plus, ça va un peu dans tous les sens. Puis en plus, comme a dit Elisabeth, venir maintenant encore apporter une aide à des gens, à des jeunes qui ont quand même un petit peu créé plusieurs émeutes en France durant les derniers mois, c'est quand même incroyable. Et puis effectivement, ce thème permanent de la discrimination, ce fameux testing, mais moi le testing... En fait, c'est justifier ce qu'ils ont fait. Et ce testing, enfin on en reparle peut-être dans les détails après avec l'invité. Alors justement, notre invité, Farid Temsamani, délégué général de Francières et porte-parole de Banlieue Plus, quand vous entendez les vraies voix et que vous entendez le sondage Farid Temsamani sur Twitter, 99% des gens pensent que les annonces d'Elisabeth Borne ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sur le sondage, j'en suis complètement d'accord en réalité. Puisque les annonces qui ont été faites, c'est un peu du déjà entendu, malheureusement depuis pas mal de décennies. Après, je suis probablement pas d'accord sur les raisons de ce désaccord avec le sondage et avec vos invités sur le plateau. En réalité, et ça a été souligné dès le début, c'est qu'on a un volet sécuritaire la veille et un autre volet social le lendemain. C'est quand même très honteux, je pense, en tout cas à ma connaissance, très discriminant pour ces habitants-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une cause nationale qu'il faudrait avoir pour ces territoires-là. Alors je suis d'accord, on a fait ce qu'il ne fallait pas depuis 40 ans. En tout cas, on s'est loupé. Contrairement à ce qui a été dit sur le plateau, ce ne sont pas des milliards qui ont été déversés pour ces quartiers-là. C'est effectivement la rénovation urbaine, mais c'est la réhabilitation d'habitat. Donc moi, ce que j'ai l'impression d'entendre la Première ministre, quand je l'entends plutôt, c'est d'avoir le sentiment il faut faire quelque chose, mais on va pas se donner les moyens.
Et je peux vous garantir que malheureusement, ce sont des événements qui vont se reproduire plus fréquemment parce que il y a une réalité. Alors on peut ne pas apprécier, et moi je suis le premier lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a des émeutes, je suis le premier à être vent debout. Mais il y a une réalité d'être humain, sauf à éradiquer ces gens-là de manière très violente et à les expulser, même lorsqu'ils sont français, du territoire. Je vois pas comment on peut faire fi justement de vouloir régler, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui nous concerne tous ensemble, que vous habitez ou non d'un quartier populaire, vous êtes touchés lorsqu'il y a des émeutes. Et je rappelle un dernier élément, c'est que ces émeutes sont nées d'une bavure policière qui a eu la mort d'un jeune homme. Alors on peut discuter et la justice dira les choses naturellement, mais il y a eu quand même une émotion tellement grande qu'il y a eu malheureusement toutes ces émeutes-là, et que je ne justifie pas bien entendu, mais à un moment donné on ne peut pas dire il faut rien faire et puis passons à côté. Moi mon discours c'est plutôt de dire c'est une cause nationale et que le gouvernement et en tout cas la première ministre n'en a pas pris la mesure de la chose. Farid Temsamani, Philippe Bilger. Est-ce qu'au fond, et je vous ai très bien entendu, mais pardon d'intervenir de manière non pas brutale, j'espère, mais un peu moins, me semble-t-il, démagogique. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une grande faiblesse dans l'attitude des pouvoirs, qu'ils soient de droite ou de gauche, à l'égard de cette catégorie de jeunes gens qui créent du désordre, de la violence? C'est le fait que on a, d'une certaine manière, peur d'exprimer une autorité qu'ils mériteraient. Je veux dire par là que j'ai parfois l'impression que la politique qui est mise en œuvre, ou l'absence de politique, elle est presque une forme de très légère condescendance à leur égard, comme s'ils étaient incapables de comprendre des règles, des principes de rigueur, d'exemplarité, et qu'au fond, l'humanisme tel que vous l'exprimez pourrait presque apparaître comme une sorte d'excuse permanente qu'on leur donne, comme s'ils étaient incapables, par principe, d'aller vers un droit chemin. Pardon, est-ce que je me fais comprendre, et surtout ne prenez pas cette interrogation de manière offensante? Farid Temsamani. Non, je ne le prends pas du tout de manière offensante. Vous avez en réalité complètement raison. Et je crois que vous êtes plutôt bien placé pour le savoir. Nous avons eu en France une politique de la judiciaire et notamment de la justice complètement laxiste vis-à-vis de ces jeunes-là en particulier. Et vous avez complètement raison. Si la justice faisait son travail de manière autoritaire et de manière juste par rapport aux victimes de ces territoires-là, nous ne serions pas dans cette logique, en tout cas dans la manière dont vous l'avez exprimé. Ça, je l'entends parfaitement. Maintenant, il y a une réalité. Vous avez à peu près 5, 6, 7 millions d'habitants de ces territoires-là. Il n'y a pas 7 millions de délinquants. Ça n'est pas vrai. J'en suis issu, j'y ai grandi. Je ne le suis pas du tout dans ces logiques-là. Donc, la question, c'est qu'est-ce que l'on fait? Et moi, je pense qu'il faut effectivement éradiquer la délinquance, éradiquer les délinquants, l'être de manière la plus violente. Et puis, je rappelle, quand on parle notamment de police et de système judiciaire, ce sont les premières victimes de ces délinquants-là, ce sont les habitants qui vivent auprès d'eux. Ce ne sont pas les gens qui sont ailleurs. Farid, Elisabeth Lévy et René Gigi. J'entends bien, et bon, là je pense qu'il faut mettre un peu de côté la question du trafic de drogue, qui est un problème en soi, si vous voulez, un problème de sécurité publique en soi, donc je pense pas qu'on ait le temps de parler de tout. Mais moi je vais être, et j'espère ne pas vous offenser, parce que moi d'abord, effectivement, comme l'a dit Philippe, je pense que nous parlons entre adultes et que nous sommes capables d'affronter des désaccords. C'est le principe de l'émission. Et je pense que votre discours maintenant, en particulier, si vous voulez, au sujet des émeutes, est dangereux. Parce que d'abord, il méconnaît, c'est pas du tout vous, je ne discute absolument pas ni de vos intentions, ni certainement de l'énergie que vous mettez à améliorer la situation, ce dont je serais certainement incapable de faire ce que vous faites. Donc c'est pas du tout personnel, comment dire, en l'occurrence. Mais c'est vraiment quand même ce qu'on appelle la politique de l'excuse, et vous méconnaissez la dimension de sécession culturelle. C'est-à-dire que, si vous voulez,
pour une grande partie de ces jeunes qui sont allés piller, ils sont allés piller parce qu'ils estiment qu'on va piller les couffards, si vous voulez. Voilà, et que c'est légitime. C'est légitime, le bulletin est licite, et que finalement, ils ne se sentent pas partie prenante, pas parce que c'est toujours de notre faute qu'on n'a pas été gentil avec eux. Je suis désolé, l'école de la République, moi aussi, j'ai été à l'école à Épinay-sur-Seine. Si vous voulez, je dis pas que c'est pas plus difficile dans certains quartiers, ça l'est, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités en France. Donc, si vous voulez, le pleurnichage que, pas vous, je parle pas de vous, mais qu'ils ont eux-mêmes naturellement tendance à faire valoir, ah là là, on m'a refusé la boîte de nuit, machin, ça ne leur sert à rien, ça les enquiste dans leur situation. Un mot, René Chiche. Pardon, je suis désolé, c'est de ma faute, pardon, je m'emballe. Non, mais il n'y a aucun problème. Pardon, Mais il n'y a aucun problème. Non, mais d'abord, j'ai été surpris par le propos de notre invité qui dit qu'il n'y a pas eu de milliards, il y a quelques milliards qui ont été déversés sur les banlieues. Et je crois qu'il y a peut-être plus de 100 milliards. Mais mettez à part la rénovation urbaine. Non, mais attendez, tout compris, il y a quand même, s'il y a bien un secteur, s'il y a bien un secteur où l'État s'est investi. Et en plus, c'est quand même l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. L'État, c'est des contribuables. Donc c'est. Attendez, je termine. Dont les habitants des quartiers populaires. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais d'accord. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'argent qui ont été investis sur ces. Très souvent, malheureusement, on fait une erreur. Non, je suis pas. Vous jouez sur les mots, monsieur. Vous jouez sur les mots parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'argent qui ont été investis. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. Et maintenant, moi, je suis d'accord avec le discours d'Elisabeth, puisque maintenant, on essaye toujours d'avoir maintenant un discours un petit peu d'excuses. Mais d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous savez, moi-même, par exemple, on a vécu à 6 dans un 2 pièces pendant 10 ans. C'est pas pour autant que je suis devenu, vous voyez, un émeutier, un délinquant, et je me suis pas trouvé d'excuses. Pourquoi ? Parce que j'ai des parents aussi qui m'ont inculqué une certaine éducation. Alors, est-ce que les parents dans les banlieues n'ont pas un rôle à jouer? Est-ce que vous, monsieur, vous ne trouvez pas qu'il y a un rôle à jouer? Temsamani, une réponse en 45 secondes pour notre auditeur du jour. Farid Temsamani. Alors, pour Elisabeth et René. La Cour des comptes est très claire. En réalité, il n'y a pas 100 milliards, il y a eu des dizaines de milliards. Ils sont ce qu'on appelle la rénovation urbaine. Si vous voulez, ce sont les charges que les habitants payent pour la rénovation de leur bâtiment, malheureusement. L'être humain a complètement été mis de côté. Maintenant, je ne cherche absolument pas, contrairement à ce qui a été dit précédemment, absolument pas d'excuses. La réalité, c'est que soit on essaie de trouver des solutions, et l'exemple qui a été donné, je l'entends parfaitement, sauf qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, la majorité des émeutiers ne vivent pas avec 2 parents. Ils vivent dans des situations essentiellement monoparentales. Alors, c'est pas une excuse, parce que c'est pas parce qu'on a qu'un seul parent qu'on devient émeutier. Mais oui, c'est toujours des excuses, monsieur. C'est toujours une excuse. Je pense qu'il faut être sans pitié avec ces gens-là. Alors, le mot de la fin à notre auditeur du jour, Gilles Dechelle. Allez, en une petite minute. Ben écoutez, j'ai entendu tout ce que vous avez dit et je vais vous répondre en fait avec une anecdote très très courte. Pendant les émeutes à mon balcon, j'ai vu un jeune de 15 ans. Je sais qu'il a 15 ans parce que je l'ai vu naître. Et pour vous donner un peu l'idée, il avait sur le dos un drapeau marocain et il était en train de hurler « Ce soir, on va aller niquer la France. » Pardon pour le terme. Alors, mon réflexe a été de lui crier, vu que je le connais très bien, « Espèce d'abruti, tu es né ici. » Il m'a répondu « Oui, mais ce soir, j'ai le Maroc dans le cœur. » Donc, je ne dis pas que c'est une généralité, hein. Je dis juste que cet exemple-là montre que le problème est peut-être ailleurs. Ce que disait Elisabeth Lévy sur le séparatisme, un vrai sujet. Un sujet qui fait beaucoup réagir. Merci beaucoup Farid Temsamani, parce qu'on a dépassé le temps. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes délégué général de Francières et porte-parole de Banlieue Plus. Verdict sur Twitter, les annonces d'Elisabeth Borne vous semblent-elles à la hauteur? On est toujours à 99% de non. Un petit peu de légèreté avec le qui c'est qui l'a dit. Ça vous dit les vraies voix? Ah oui. Eh bien écoutez, qui c'est qui l'a dit, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, René Chiche. C'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Gilles, vous êtes prêt? Aussi près que possible. Alors vous répondez en premier et après c'est le marché de Brive-la-Gaillarde pour citer Georges Brassens, c'est-à-dire la foire d'Empoigne. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? La guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. Gilles. Non, je sais pas. De Villepin. Bonne réponse de René Chiche, Dominique de Villepin. Qui c'est qui l'a dit?
L'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon fait un calcul électoral bien dégueulasse en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas dans un islamo-gauchisme dégoulinant. Gilles. Michel Onfray? Non. Marion Maréchal. Bonne réponse de René Chiche. Ouh, il est en forme, René C'est un Chiche. métier. C'est un métier. C'est un métier. Oui, mais non. J'ai affaire à des amateurs, c'est un métier. Et puis il a le triomphe modeste. C'est ça qu'on aime. On a tout avec compris, lui. Elisabeth. C'est ça qu'on aime. Non mais Philippe, pour une fois qu'il gagne des... Franchement. Ah non, je gagne tous les vendredis quasiment quand je viens. C'est vrai qu'il est très fort. On fait, on laisse gagner. Toute façon, puisqu'on en profite après. Non mais ce qui est énervant, c'est comme tout le monde dit la même chose toute la journée, c'est difficile, tu vois. Le truc là d'avant, franchement, ça aurait pas des excuses. Excusez-moi, vous allez en avoir d'autres. Qui c'est qui l'a dit au sujet du conflit Israël-Hamas? Ah tiens. Nous sommes dans le cas d'une guerre coloniale, et si nous ne le disons pas tel quel, alors nous ne pouvons pas poser les mots sur ce qui est en train de se passer. Gilles. Oui. Non, je vois pas. Bonne réponse, elle a été un peu plus rapide. Elisabeth Lévy, 1 point. Ils sont à fond, nos amis. Allez, qui c'est qui l'a dit? Là, c'est un peu plus compliqué. Allons-y. L'Iran doit se frotter les mains de la confusion qui règne en Israël. Gilles. C'est un politique. Oui, et je vous aide, c'était ce matin sur Sud Radio. Bourlange. Non, je vois pas. René Non, mais Chichi, il voyait pas, de toute façon. Il voyait pas. Ah non, on lui enlève. Mais voyez pas. Mais non, mais il l'a dit C'est quoi après. son prénom, excusez-moi. C'est Gilles, C'est reconnaissez, scandaleux. vous voyez pas. Si. Mais c'est scandaleux quand même. Mais Gilles Je allait ne vous dire. mets pas le point parce que Gilles n'avait pas encore Il y a une sorte répondu. de lobby contre moi là. Non, mais non, il y a un lobby de la justice. Non. monsieur. Non, Et ce non, mot- je dis Bourlange, bien s'il sûr, vous plaît. ce mot justice, vous ne savez Et même pas ce que Gilles ça veut allait dire. nous dire. C'est ça, Philippe Mais il Bilger, ne vous y voyait pas, croyez. Gilles l'a dit, il a S'il reconnu. vous plaît. C'est non, honteux, Gilles il y a allait des dire. règles, S'il monsieur vous Monsieur le plaît. procureur. Vous offensez l'auditeur. Monsieur le procureur, Et je la ne vous loi. permets pas. S'il vous plaît. Question suivante. Qui c'est qui l'a dit? Et ce n'est pas un politique. Dans cette ambiance, un film comme La dernière tentation du Christ ne pourrait pas voir le jour. Les gens ne sont pas ouverts, ils n'écoutent plus. Ce n'est pas du tout un politique et il n'est pas français. C'est un artiste. Oula. Un réalisateur de cinéma. Woody Allen. Bah, c'est Non, mais Scorsese. vous n'avez pas le droit de Woody répondre. Allen. Non, Non, mais comme bonne c'est- réponse, Martin Scorsese. Bah oui, bien sûr. Ah non, j'aurais dit Woody Allen aussi. Il truande. Mais c'est La pas. dernière Non, là, tentation du Christ. là. Qui c'est qui l'a dit au sujet des annonces d'Elisabeth Borne suite aux émeutes? Ce plan n'est pas à la mesure de la violence, de la gravité, de l'ampleur des émeutes que le pays a connues. Gilles. Retailleau? Bruno Non. Retailleau? Bardella. Non, Marine Le Le Pen. Marion. non, Zemmour. Ciotti. non. Il est du Attends, RN. il y en a encore un à droite. Il est du RN. Non, Tu Marion vous Maréchal. êtes sûr? Julien Audoul. non, Un purée. Mais Jean je les ai Bouchard. je les ai tous dit. non. Et ben c'était Jean-Philippe Tanguy, député RN. Franchement. La preuve que vous les avez pas tous C'est dit. vicieux. Et Madame Michu, elle a dit quoi là Ça devient n'importe quoi. Qui c'est qui l'a dit? Le 49-3, ce n'est plaisant pour personne, mais aujourd'hui, il n'y a pas de majorité puisque les oppositions ne votent pas les budgets. S'il n'y avait pas de 49-3, il n'y aurait pas de budget. Gilles. Elisabeth Borne? Non. Cazenave. La Thomas bonne Cazenave. réponse, Thomas Cazenave, ministre délégué au compte public. Non, mais- Je les humilie. En fait, Je les humilie. Ils sont filles. Ils René, sont entre humiliés. deux émissions, il fait qu'une chose, c'est Mais rêver. non, mais pas du tout en plus, mais pas du tout. Mais je S'il sais. vous mais plaît. franchement, C'est non, parce que vous non, parce êtes que un j'ai entendu- être cultivé. Non, j'ai entendu ce matin. S'il j'ai vous entendu, plaît, j'ai qui entendu, c'est j'ai entendu. qui l'a Entendu. dit au sujet de LFI? On aimerait les entendre qualifier le Hamas pour ce qu'il est, une organisation terroriste qui a commis des actes terroristes et des atrocités contre des civils. C'est honteux et indigne. Gilles. Mais tout le monde. Oui, oui, Là, tout le monde l'a dit. Non, non. Non? Donner un indice. Femme et ministre. On est naché. Ah. Non. Plus Borne. important comme poste. Borne. Non, moins important, Ah, mais Catherine Colonna. bonne réponse de René Chiche. Là, il nous a eu. Là, il faut dire. Allez. Là. Une Y a dernière rien à question. Je propose que S'il vous plaît. Elisabeth quitte le Une plateau. dernière question. S'il vous plaît. Une dernière question et ce n'est pas un politique. Bon, allez. Qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas le moment de critiquer le Qatar, c'est le moment de libérer nos Ah otages. oui. Ah oui, et c'est pas ça. Donc, c'est pas un politique. C'est pas un Gilles. politique? Non. Très connu, un- professeur de criminologie.
Alain Bauer. Bonne réponse. Bon, bah, c'est. -1, -2. Oui, bah écoutez, il est toujours premier quand même. Hein. Même avec -2, il a 3 points. Mais parce que vous avez répondu à la place de l'auditeur. Oui, vous avez répondu, mais vous avez gagné quand même. Il a dit non, il a dit ça n'est pas. Allez, tout de suite, on se retrouve dans quelques instants pour le journal. Et à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix où on va parler des radars fixes. Est-ce que pour vous, ce sont des pompes à fric ou des vies sauvées? Appelez-nous au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix qui sont encore plus en forme que les Anglais et les Argentins, qui se préparent à disputer la petite finale de la Coupe du Monde de rugby ce soir en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, qu'on peut qualifier de pilier de l'équipe. On peut le dire, du point de vue pondéral en tout cas. Donc vous serez pilier droit, vous plutôt quand même, vu vos opinions. Oui, d'accord. Elisabeth Lévy, avec son gabarit de demi-mêlée. Ça vous va? Je sais pas, c'est bien demi de mêlée. C'est un joueur star, c'est joli, 9. c'est joli demi de mêlée. Oui, c'est très beau. Bon, est-ce que vous vous en mêlez en général? Oui, ça m'arrive. Et enfin, notre ouvreur, René Chiche. Ça va? Très bien, l'ouvreur, le champion. Le champion René Chiche. À 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. 20 ans, c'est les 20 ans des premiers radars. Et pour vous, les radars automatiques, c'est un des pompes à fric, 2 des vies sauvées. Venez témoigner au 0826 300 300 et votez sur nos comptes Twitter. Mais tout de suite, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et en tête des top tendances ce soir sur Twitter, Félix, on trouve le No Twitter Day. Et oui, c'est aujourd'hui le jour sans Twitter. Ça part d'une tribune publiée dans Le Monde par Tristan Mendès France, Julien Pain et Rudi Reichstadt. Il y a quelques jours, nous appelons les utilisateurs de X, ex-Twitter, a engagé le 27 octobre une grève du tweet, un No Twitter Day, écrivait-il, car oui, ça fait un an aujourd'hui qu'Elon Musk a pris le contrôle du réseau social. Depuis, le milliardaire a licencié la plupart des salariés, notamment au sein des équipes de modération, et les initiateurs de cette grève de Twitter dénoncent les conséquences de ce choix. Je cite leur tribune: désinformation, apologie du terrorisme, pédopornographie, incitation à la violence ou à la haine. Ils dénoncent aussi la mise en place d'un mode payant de certification qui, selon eux, instaure un système censitaire peu compatible, disent-ils, avec l'accès équitable à la liberté d'expression. Alors pour autant, le succès de ce hashtag No Twitter Day, même aujourd'hui, eh bien, ça montre que l'opération n'a pas franchement convaincu tout le monde. D'ailleurs, un autre hashtag Vive X est monté dans les tendances aujourd'hui. Parmi les sceptiques, on a par exemple Pierre Sautarel qui écrit: vous imaginez l'importance qu'il faut se donner pour considérer que s'absenter de Twitter pendant 24 heures, c'est un acte symbolique fort. Et je dois dire, Félix, pour conclure la semaine, que ce jour sans Twitter pour parler français m'amuse, en particulier les parangons de vertu qui ont lancé cette idée de jour sans Twitter sur Twitter. D'ailleurs, ils sont tellement accros à Twitter que Julien Pain, un des instigateurs de cette opération, a cru bon de tweeter le jour où il appelle à ne pas tweeter, je cite: aujourd'hui c'est le No Twitter Day, ce n'est pas parce que nous avons décidé de faire cette journée sans tweet qu'on ne vous observe pas. Alors ce comportement, je trouve... en plus c'est menaçant, c'est Big Brother, comme langage. Ce comportement, Elisabeth, moi je le trouve drôlissime, aussi drôle que si la journée sans alcool était annoncée depuis un bistrot, la journée sans tabac chez un buraliste ou la journée de la chasteté depuis un club échangiste. Ils se plaignent du manque de censure sur Twitter, mais ils ne sont même pas capables de s'auto-censurer le jour où ils appellent les autres à se censurer. Leur exemplarité me fait penser au film La Cage aux folles, quand le président du Rassemblement pour l'ordre moral meurt dans les bras d'une prostituée mineure. Comme disait Maurice Clavel, messieurs les censeurs, bonsoir. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Totalement. Elisabeth Lévy. Oui, c'est ridicule, même si par ailleurs il faudrait un peu réfléchir à cette créature diabolique que nous avons créée, qui sont les réseaux sociaux, qui posent un véritable problème. Mais c'est pas avec une journée sans Twitter qu'on va remettre le dentifrice dans le tube. Hein. René Chiche, les gens qui disent journée sans Twitter, mais je tweete pas, mais je tweete quand même en disant que je vous surveille. Bon, okay, c'est ridicule, mais de toute façon, moi, j'ai réussi à vivre quasiment sans Twitter. Vous voyez, je suis journaliste et pourtant je peux vivre sans Twitter. J'ai un compte que j'ai ouvert comme ça, mais ça m'empêche pas de faire mon métier, d'avoir des informations sans Twitter, franchement, et je trouve en plus que la nouvelle génération, je termine, Elisabeth, ma chère Elisabeth, en plus la nouvelle génération de journalistes, je parle pas de vous, Félix, mais la nouvelle génération fait beaucoup son métier uniquement sur Twitter, et ça retweet, comme s'ils avaient des informations. Moi, j'arrive à vivre, je suis peut-être d'une génération, mais c'est marrant, je suis journaliste, et j'arrive vraiment à exercer mon métier sans Twitter.
Oui, mais le problème de Twitter, pardon, c'est pas l'effet qu'il fait sur vous, mon cher René. Le problème de Twitter et des autres, surtout de TikTok, de je sais pas quoi, c'est l'effet qu'il produit sur les cerveaux. Donc, c'est pas le fait que vous arriviez à bosser sur Twitter. Non, mais bien sûr. Mais ce que vous venez de dire. Non, mais je voulais quand même dire qu'on peut. Je trouve qu'on peut vivre sans Twitter. Mais c'est vrai que si vous vous souvenez, par exemple, à l'époque de la présidence de Donald Trump, les annonces, il les faisait sur Twitter. Donc, je veux dire, avant même l'AFP, sur Twitter, vous aviez les annonces de Donald Trump. Hein, c'est vrai. Enfin, pour Trump, c'était plus Associated Press ou Reuters que l'AFP. oui, non, mais je veux dire sur toutes les agences de manière générale. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans quelques instants, les tours de table de l'actualité des vraies voix. Quel sera votre tour de table, Philippe Bilger? Je vais dire du bien d'Albert Dupontel. Elisabeth Lévy. Et moi, je vais dire que j'ai de moins en moins confiance dans les électeurs de mon pays. Et vous, René Chiche? Et moi, je vais dire du mal des pays arabes par rapport à Gaza. Eh bien, écoutez, vous voulez réagir, le 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et René Chiche. C'est l'heure du tour de table de l'actualité. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler d'Albert Dupontel. Oui, j'ai l'intention demain d'aller voir 2 films, le film de Ken Loach et le film d'Albert Dupontel. Et le hasard a fait que j'ai pu lire un entretien avec Albert Dupontel dans Paris Match. Il y a au moins cet entretien qui m'a intéressé. Et c'est vrai que c'est un homme singulier, ce Dupontel. J'étais pas forcément enthousiaste de tous ses films, mais en tout cas, l'intellectuel qu'il est, dans le milieu du cinéma, me frappe. Il a un certain nombre de formules, aussi bien politiques que culturelles, qui sortent de l'ordinaire, et j'aime en particulier celle-là qui, sur le plan artistique, vaut son pesant d'intelligence. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas le film, bien sûr, mais je vivrais comme une faute professionnelle qu'ils le trouvent long et incompréhensible. Je ne saurais trop conseiller aux critiques et même aux meilleurs d'entre eux. René... je ne suis pas critique, hein, moi. Quand vous étiez à Cannes, vous avez joué aux critiques, tout de même. Eh bien, journaliste, c'est pas une chose. Je ne saurais trop conseiller aux critiques de suivre à la lettre le conseil d'Albert Dupontel. C'est très juste. René Chiche, qui est un accro du Festival de Cannes. Non, mais alors, Dupontel, d'abord, je vous conseille son film, Second Tour, qui est un bon film, franchement. Mais Dupontel, c'est vrai que c'est un personnage un petit peu à part dans le cinéma français. Très à part. Ah oui. Déjà, comme vous, en quelque voilà, exactement. C'est quelqu'un d'exceptionnel, comme moi. Et pourquoi vous riez-vous? Non, mais en plus, c'est que il a fait 5 ans de médecine. Oui. Ensuite, il a été dans le théâtre public. Il a travaillé pour Antoine dans la compagnie d'Antoine Vitesse. Donc c'est un personnage. Et ensuite, il a complètement bifurqué il a fait du one man show. Il a été produit par Sébastien. Donc c'est un personnage qui a un parcours assez, comme je dirais, assez hors norme. Et ensuite, c'est vrai, il a maintenant dans le cinéma son univers. Il a un univers vraiment à part. C'est un auteur, acteur aussi, parce qu'il joue parfois dans les films d'autres metteurs en scène. Auteur, acteur, metteur en scène. Très bon scénariste. Très bon scénariste, oui, auteur, acteur, absolument. Et donc, effectivement, ce qu'il dit est toujours sous le signe un peu de l'intelligence. Elisabeth Lévy, vous êtes fan d'Albert Dupontel? Non, pas spécialement. Voilà. Vous aimez bien, mais vous n'êtes pas anti non plus. Non, à vrai dire, j'ai un peu sans opinion. Voilà. Vous en aviez entendu parler. Oui, quand même. mais par exemple, vous voyez, je n'aurais pas forcément la curiosité, avant de vous entendre, de lire l'interview. Je vais le faire. Ah ben ça me fait plaisir. Mais d'après ce que j'entends, en dehors de ses talents de comédien, etc., c'est plutôt une voix un peu singulière, qui répète pas les mêmes poncifs qu'on entend partout, donc ça paraît pas mal. On fait le tour de table de l'actualité de René Chiche. Vous voulez parler, selon vous, des pays arabes qui pourront en faire plus pour accueillir les réfugiés gazaouis? Quoique, quand mon sujet a été annoncé, j'ai vu un petit peu le regard un petit peu moqueur de Philippe Bilger. Pas du tout, il est très original. Je rigole. En tous les cas, qu'il soit original ou pas, c'est mon opinion. Et vous la partagez, bien sûr. Voilà. Bon, déjà, depuis quelques jours, comme on s'y attendait, on voit bien sûr un revirement par rapport à Israël. Je veux dire, maintenant, la communication cible Israël
Israël est devenu quasiment maintenant le responsable de ce qui se passe, de cette horreur du 7 octobre, tout ça, parce que maintenant, il y a une opération qui se prépare ou qui se fait aussi sur Gaza. Mais moi, je voulais juste rappeler quelque chose. Lorsqu'il y a eu la guerre Russie-Ukraine, lorsqu'elle a commencé, il y a eu quand même 16 millions de réfugiés ukrainiens qui ont quitté leur pays. Ensuite, il y a eu 8 millions jusqu'en mars 2023, 8 millions et demi de réfugiés en Europe. Aujourd'hui, on en est à 4 millions et demi. Alors moi, pourquoi je fais cette comparaison ? C'est parce qu'il y a 25 pays arabes, à peu près. On parle d'aide humanitaire pour les réfugiés de Gaza, n'est-ce pas ? Mais pourquoi tous ces pays arabes n'accueillent pas, le temps de l'opération militaire à Gaza, les réfugiés de Gaza ? Où est le grand commandeur des croyants, Sa Majesté Mohamed VI ? Où est l'Iran ? Où sont les autres pays ? C'est pas un pays arabe. Non, mais bon, c'est vous voyez ce que je veux dire. C'est un soutien financier du Hamas. Bon, on joue sur les mots, là, cher Philippe. Où sont les autres pays sur les 25 pays ? Vous comprenez ? Je trouve ça... Où sont, je termine, où sont les leaders aussi, les leaders d'opinion de la communauté musulmane en France, qui pourraient dire quelque chose pour cette aide humanitaire à Gaza ? Et dernière chose, où sont les leaders de LFI, de NPA et même du Parti communiste, Fabien Roussel, il dit rien sur l'aide humanitaire que devraient donner les pays arabes. On l'entend beaucoup. Non, je ne m'arrêterai pas. On l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup parler des steaks. Après vous, Elisabeth. Non, mais parce que, excusez-moi, il y a quand même un petit problème dans ce que vous dites, c'est que, d'abord, d'une façon générale, effectivement, les pays arabes ont assez peu envie d'accueillir des Palestiniens parce que ils ont des mauvaises expériences et ils ont souvent tendance, disons, à mettre le bazar. Mais il me semble que là, il n'est pas question. De toute façon, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, Philippe, je ne veux pas vous embarquer avec moi. Mais je peux rien dire là. Non, pardon, je voudrais juste pouvoir finir, René, 2 phrases. La deuxième raison, c'est que bien entendu, les Palestiniens ne veulent pas quitter Gaza, et je peux les comprendre, parce que évidemment que s'ils quittaient Gaza, je veux dire, quand reviendront-ils, dans quelles conditions, etc. Ils peuvent, je comprends, même si je ne crois pas que ce soit le plan des Israéliens, je peux comprendre que les Palestiniens aient des doutes. En revanche, l'aide humanitaire, il faut quand même pas, l'aide humanitaire, pour l'instant, qui passe à Gaza, qui passe éventuellement par le sud, je crois que oui, elle devrait être apportée par tout le monde. René, quand même. Mais oui, mais bon, quand même. Non, mais René, écoutez, les sarcasmes là-dedans, ça marche pas, quoi. Ma je suis question, désolé, mais comment vous expliquez ce que vous avez très bien décrit, le revirement absolu après l'horreur du 7 octobre, le fait que maintenant Israël devienne à nouveau quasiment présumé coupable? Mais d'abord parce que c'est tout le temps comme ça, vis-à-vis d'Israël. Il y a toujours un revirement contre Israël, et il faut reconnaître, je suis objectif, je reconnais que le Hamas mène une communication plus efficace et plus forte que l'armée israélienne et que le gouvernement d'Israël. C'est ça, je trouve, qui est malheureux. C'est que maintenant, ils ont réussi à renverser la vapeur en se faisant passer pour les vraies victimes, alors qu'on oublie cette horreur historique qui est vraiment un massacre horrible du 7 octobre. S'il vous plaît, Elisabeth Lévy veut réagir. Oui, une des raisons, c'est qu'évidemment, il y a des morts palestiniens dont on ne sait pas leur nom. On sait d'ailleurs que, puisqu'il y a eu 450 roquettes qui sont retombées, tirées par le Hamas ou le djihad, et qu'elles sont retombées dans Gaza, donc une partie du bilan qu'on ne connaît pas. Évidemment, on voit des Israéliens qui bombardent. Je voudrais ajouter 2 précisions. Israël est bombardé tout le temps. Oui. Je veux dire, ça continue. Il y a des roquettes tous les jours. Ça, évidemment, tout le monde l'a oublié. Et je suis pas tellement d'accord sur le fait que le Hamas a une bonne communication. Le problème, c'est que la vérité n'importe plus. Il y a un certain nombre de gens, et notamment, c'est-à-dire que en fait, on voit plein d'images dont personne ne peut dire si celle-là est fausse, celle-là est pas fausse, et la vérité importe peu. Vous avez des gens qui pensent de toute façon que c'est les crimes d'Israël, y compris le 7 octobre d'ailleurs. Les vraies voix, 18h27 à 18h37, notre tour de table de l'actualité. Les 20 ans des radars, pour vous, les radars, ce sont quoi? Ce sont des pompes à fric ou ça sauve des vies? Et pour le moment, vous dites à 90% que ce sont des pompes à fric. Vous voulez témoigner? Le 0... Pourquoi vous riez? Le 0826 300. Dans quelques instants. Mais c'est juste après votre tour de table. Ce sera quoi, Elisabeth Lévy? Eh ben, je vais dire que je suis désespéré par les électeurs de mon pays. Eh ben, écoutez, c'est dans quelques instants.
Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, René Chiche. Ah non. C'est la fin du tour de table de l'actualité. Non. Je m'offusque. Elisabeth vient de dire, vous racontez n'importe quoi. Non, mais écoutez, c'était en off déjà. Et s'il vous plaît, et c'est le tour de table de l'actualité d'Elisabeth. S'il vous plaît, René Chiche. René Chiche. Ça m'a buzzé. C'est le tour de Elisabeth Lévy pour son tour de table de l'actualité. Et Elisabeth, vous avez des doutes sur les électeurs français? Enfin, peut-être pas tous. Non, mais alors, il faut être honnête, c'est un sondage qui est d'ailleurs un peu bizarre, puisque ce sondage, c'est un sondage de présidentiel, il met Emmanuel Macron. Donc, je ne vous dis pas que ce sondage est le bon. Il est en avance. Il est en avance, comme vous le savez, Philippe, ça n'a pas beaucoup de sens de poser la question. On va dire le nom de l'institut, oui, c'est Cluster 17 et c'est le point. Alors, je ne veux pas faire de peine ni à Cluster 17 ni au point, mais bon, voilà. En tous les cas, c'est quand même ce sondage, donc, fait les intentions de vote des grands leaders politiques. Et voilà, dis pas que Jean-Luc Mélenchon ne bouge pas. Même il monte, je pense qu'il est à 17%. Alors, bon, avec les si, que je rappelle, c'est juste un sondage, si c'est vrai. Bon. Il a solidifié son socle musulman, ce qui déjà m'embête parce que, si vous voulez, moi je ne confonds pas les musulmans tous avec des supporters du Hamas comme LFI. Donc déjà, il a solidifié ce socle. À vrai dire, ça représente une toute petite partie de l'électorat musulman de notre pays, puisqu'il y a très peu de gens qui votent dans leur grand bastion, par exemple, du 93. Mais ça veut dire que pour les bobos ou bobos déclassés, disons, un peu prolétarisés, qui constitue aussi, disons, une autre partie de son électorat, tout ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme, je ne dis pas qu'ils sont antisémites et LFI, je dis qu'ils peuvent jouer sur les affects antisémites de certains de leurs électeurs, pour être tout à fait précise. Mais disons que tout ça, il semblerait que pour les électeurs donc de cette gauche, ce soit des points de détail de l'histoire, et quand même, ça m'embête. Philippe Bilger. En fait, des analyses récentes que j'ai entendues laisse entendre que la stratégie électorale de Jean-Luc Mélenchon est redoutable d'efficacité, que cette manière de cultiver l'électorat musulman peut lui permettre de figurer au second tour en 2027. Et je commence à être assez inquiet parce qu'il ne perd pas de points malgré ses délires, et ça devient très préoccupant. René Chiche. Alors c'est vrai, je vous coupe, je vous donne la parole. C'est vrai que ça pose question, un sondage pour la présidentielle 3 ans et demi avant qui met Emmanuel Macron qui ne veut pas se représenter. Enfin, on sent quand même une tendance en dehors. Il y a une petite. Philippe vient de le dire, il ne s'appuyait pas sur le sondage en fait. Donc on sent quand même une tendance à ce que leurs électeurs ne vont pas leur en tenir rigueur. René Chiche. Oui, je suis d'accord avec ma chère Elisabeth. Non mais sérieusement en plus. Oui, mais... C'est vrai que Mélenchon a quand même un socle, une base, vraiment qui lui est extrêmement fidèle. Qui est entre 15 et 20%. Oui, exactement. Maintenant, par contre, je pense, moi personnellement, je ne pense pas que Mélenchon sera candidat en 2027. Je ne pense pas. Non mais c'est pas tellement ça. Moi c'est là-dessus. Ce sur quoi je voudrais vous interroger, c'est comment vous interprétez le fait que pour les gens qui votent pour lui, toutes ces histoires de terrorisme, de ceci, cela, finalement, même s'ils sont pas d'accord. Mais c'est le contraire, ils s'en fichent les gens. Ils l'approuvent profondément. Ah vous pensez c'est pas ils s'en fichent et ils approuvent. Non, mais ça correspond à ce que j'essaye de dire. C'est qu'il a une base tellement fidèle. Mélenchon, c'est un peu leur idole à cette base, vous voyez, comme ça, vous voyez, Sarkozy, il avait une base extrêmement fidèle. Sarkozy était un peu l'idole de son électorat. D'ailleurs, il l'est toujours. Il a toujours un bataillon de fidèles. Et Mélenchon à sa base. Il a réussi, ça c'est vrai, à solidifier cette base, à bien la travailler. Effectivement, il y a des mélenchonistes, des électeurs mélenchonistes qui... Mais Elisabeth Lévy, je vais vous faire réagir. Pardon. Il se maintient, mais il n'est toujours pas au second tour.
Non mais moi c'était pas ça, là franchement parler du second tour de la présidentielle ça n'a pas de sens. Mon propos c'était vraiment de me demander comment ça se fait, si vous voulez, que chez une partie de nos concitoyens, ils trouvent ça finalement pas gênant, si vous voulez, de voter pour un parti qui a quand même du mal à s'arracher, disons, la condamnation ferme du Hamas, qui dit n'importe quoi, qui défile avec des antisémites, c'est-à-dire que c'est ça qui me frappe là-dedans. La présidentielle, franchement, c'est ridicule d'en parler maintenant. C'est vrai que la présidentielle, à 3 ans et demi d'avance, l'eau a le temps de couler sous les ponts. En revanche, si vous voulez, c'est ce qu'a dit Philippe. C'est-à-dire, on sent bien qu'on est le seul Philippe qui ne dit pas seulement qu'ils le retiennent par rigueur. Philippe me dit qu'ils approuvent. Donc ça veut dire il me semble-t-il, j'ai entendu. Ça, oui, exactement, ils approuvent. Merci à vous, les vraies voix. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Le premier radar automatique fête ses 20 ans aujourd'hui. Ils sont plus de 4500 aujourd'hui sur le territoire français et rapportent entre 800 millions et 1 milliard d'euros à l'État chaque année. Nous sommes en compagnie de Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, qui est tous les matins sur Sud Radio à 6h15 avec la chronique Ça roule. Bonsoir Pierre Chasseret. Salut mon Philippe, bonjour à tous. Est-ce que les radars ont remplacé les policiers et les gendarmes au bord des routes ? Allez, on est sur Sud Radio, on parle vrai, vous me connaissez depuis des années maintenant. Oui, évidemment oui, bien, et c'est pour ça le drame. En un chiffre, Philippe, avant qu'on se retrouve dans quelques instants, les radars automatiques, depuis 2013, nous avons le même nombre d'accidents sur les routes. 2013, 2023, même combat. Aucune amélioration significative de la sécurité routière, malgré la prolifération des radars. Et pendant ce temps-là, la France est le 15e pays européen de la sécurité routière, alors que c'est le plus intransigeant sur les petits excès de vitesse. Eh bien écoutez, on va en débattre dans quelques instants. Vous en avez marre, vous, des radars, vous vous êtes fait flasher X fois à 138 relevés, 131 retenus sur une autoroute déserte, ou vous dites non, il en faut beaucoup plus. On attend vos appels au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et René Chiche. C'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Désormais, il faudra se méfier des boîtes de métal renfermant une caméra numérique et installée au bord des routes, car c'est parti. Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien viennent de présenter le premier radar automatisé dans l'Essonne. L'objectif, surveiller les routes réputées dangereuses 24 heures sur 24. Les radars automatisés vont-ils se révéler comme un véritable pactole pour les finances publiques ? 500 radars multipliés par 200 PV par jour à 90 € l'amende égale plus de 3 milliards d'euros. C'est plus que l'impôt sur la fortune. Ils ont 20 ans aujourd'hui, les radars fixes. Le premier avait été installé, on l'a entendu, dans l'Essonne le 27 octobre 2003. Et on vous pose cette question sur Twitter. Est-ce que pour vous, les radars sont des pompes à fric ou est-ce qu'ils sauvent des vies ? Vous dites 91% que pour vous, c'est avant tout des pompes à fric. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, aujourd'hui, Pierre Chasseret le disait, au bout de 10 ans, les nombres de morts ne baissent plus. Est-ce que les radars fixes, ça n'a pas atteint ses limites ? Comme toujours, l'alternative brutale à laquelle nous confrontons Sud Radio. Ça, c'est vrai. Alors, j'avoue, l'idée de débat et de Ottilie et de Félix, mais l'idée de la question est... appelle une réaction nuancée. J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Ce sont les deux. Et donc, mais plus sérieusement, et j'espère que notre ami Chasseret pourra répondre, j'ai l'impression que dans l'esprit public, de toute façon, tout ce qui sert pour à limiter les facilités, la liberté de la circulation automobile est mal perçu en France. Deuxième élément, je serais curieux de savoir les modalités, selon lui, qui pourraient permettre de réguler bien mieux que le système actuel le nombre de blessés encore considérable et de morts, malheureusement, dans le domaine de la circulation autoroutière. Il me semble, et là je termine, Philippe, que c'est peut-être pas la panacée, mais que la circulation sans radar serait pire. René Chiche. C'est-à-dire que, oui, comme a dit Philippe, c'est vrai que la question est un peu bizarre. Les radars,
Depuis 20 ans, ça a quand même eu un effet. Ça a permis quand même de faire baisser, de faire baisser quand même la mortalité sur les routes. On est d'accord? Ben non, c'est pas ce que dit Pierre Chasseret. Ah bah oui, on verra ce que dira Pierre Chasseret. Moi, je le sais. Il a déjà dit le contraire. Bah oui, non, mais depuis 20 ans, on est passé excusez-moi, en 20 ans, on est passé, je crois, de 7500 à 3500, non, à peu près. C'est ça. Bon, d'accord. Alors déjà, il y a quand même une baisse de moitié. Le 7230 à 3200. L'argent qui est récolté par ces radars automatiques, ça sert à quelque chose, non? Ça sert déjà à améliorer le réseau routier, ça sert à désendetter l'État, ça, d'après ce que je sais. Ça sert aussi pour les municipalités, pour entretenir les carrefours et les ronds-points, etc. Ça sert quand même à quelque chose, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, maintenant, les radars automatiques, c'est surtout devenu une sorte de punching ball, puisque à tout événement, toute manifestation, que ça soit les gilets jaunes, les bonnets rouges, il y a même les buralistes qui, lorsqu'on a voulu passer le tabac à 10 € ont été défoncés des radars. Non, moi je trouve que ça sert à quelque chose, ça a une utilité. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, Philippe a raison, si vous voulez, c'est une des dernières libertés. Les Français, beaucoup de Français ont l'impression que c'est à la fois une des dernières libertés qui leur reste, que par ailleurs, ils ont besoin, eux, contrairement aux têtes d'œufs parisiennes qui font tous ces règlements, qu'eux, ils ont besoin de leur bagnole pour aller bosser et qu'en conséquence, c'est pas de gaieté de cœur. Troisièmement, ils disent toujours que ces radars sont passés sur des grandes lignes droites ou etc., etc. En bas des descentes. Ça peut-être notre invité pour en parler, mais moi je vais vous avouer une chose. En fait, je suis toujours partagé par rapport à ces questions, parce que mon cerveau droit, je crois que c'est le droit, celui, si vous voulez, qui est raisonnable, celui qui est un citoyen responsable, qui paye ses impôts, qui se dit la règle c'est bien, ce cerveau droit dit très bien, il faut quand même les gens conduisent n'importe comment, donc il faut il faut qu'ils aient un peu peur du gendarme, et les radars ça sert à ça, ou c'est supposé servir à ça. Et mon cerveau gauche, qui quand même l'emporte souvent, me dit arrêtez d'emmerder les Français. Et que c'est vrai, si vous voulez, c'est cette France-là, cette France périphérique qui est tout le temps pénalisée, c'est la France des gens qui roulent en diesel et qui fument des clopes, avait dit Benjamin Griveaux. Qui? Griveaux, je me semble-t-il. Benjamin Griveaux. Non, mais je pensais aussi à un très beau texte de Didier Maestro. Oui, sur les gilets jaunes. Ah oui, c'est vrai. Et donc, voilà, je suis partagé et je vous laisse arbitrer entre les deux cerveaux. Pierre Chasseret, je rappelle que vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes et vous êtes tous les matins sur Sud Radio à 6h15 avec la chronique Ça roule, on vous écoute. Et après, on part au 0826 300 300. Le sujet fait beaucoup réagir. Philippe, en fait, on va faire simple. Moi, je vais essayer de sortir de la lorgnière qui est celle de la sécurité routière et de l'État, qui va vous expliquer que c'est grâce au radar qu'on a tout résolu, et je vais vous le casser, cet argument, en un point. Certes, il y avait 7000 morts en 2003, avant les radars. Certes, aujourd'hui, il y en a 3250. Ça, c'est une réalité. Mais il y en avait 18 000 en 1972, et c'est pas les radars qui nous ont fait passer à 7000. Il n'y a pas que ça. En France, on veut tout justifier par le radar. Parce que la communication du gouvernement, c'est il faut sauver le soldat radar. Mais donc pourquoi ? Ça, c'est le premier point. Parce que ça rapporte 1 milliard d'euros par an, 12 milliards et demi sur 20 ans, parce que les premières années, il y en avait moins. Donc voilà pourquoi... Non mais excusez-moi, il sert à quelque chose cet argent. Attendez. Pierre Chasseret. On y vient. Ouais. Pierre Chasseret. Je vous écoute. Alors, là, c'est le premier point, Philippe. Oui, ça a participé à une vision de sécurité routière au départ. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une nécessité à faire prendre conscience en France, dans les années 2000, 90, de la nécessité de la réglementation et du respect de la règle sur les limitations de vitesse. Le job est fait. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte, ça fait 10 ans qu'on ajoute des radars, qu'on baisse les limitations de vitesse, il y a le même nombre de tués sur les routes. C'est un échec patent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a, finalement, et c'est la question que tu posais, Philippe, au début de l'émission, on a fait sortir les forces de l'ordre sur la route. La probabilité d'être contrôlé pour votre contrôle technique, 0. La probabilité d'être contrôlé pour de l'alcool, 0. La probabilité d'être contrôlé pour un dépassement sur une ligne blanche, 0. Et la preuve en est... Et les stupéfiants Pareil, mon cher David, un accident mortel sur 4, les stupéfiants. C'est Pierre Palmade qui va nous contredire. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe véritablement, on a le paroxysme. On a touché au bout. Pourquoi ? Les derniers radars mis sur les routes, c'est quoi ? C'est des voitures avec des radars cachés dans des plaques d'immatriculation. Elles ont été déléguées, Philippe David, à des sociétés privées. Et là, moi je dis... Scandale. Pierre, voilà. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300 direction la Haute-Vienne. Bonsoir Guylaine. Allô ?
Oui, Guylaine, bonsoir. Et vous pensez que ce sont des pompes à fric? Vous êtes en zone rurale, donc en Haute-Vienne. Hein? Tout à fait. On vous écoute. Moi, je pense effectivement que c'est des pompes à fric pour la même raison un peu qu'expliquait le monsieur qui fait partie de l'association de la route. Pierre Chasseret. Voilà, Pierre Chasseret, excusez-moi. Et parce que du coup, on a enlevé les gendarmes de la route. Et moi, encore dernièrement, j'ai évité 2 accidents parce qu'il y avait des gens en train de prendre leur téléphone ou d'envoyer des textos. Et là, si les gendarmes étaient là, je pense que ça pourrait être justement réprimé. Donc vous voudriez qu'il y ait plus de, comme on dit, du bleu sur les routes pour regarder les gens qui sautent 3 fils sur l'autoroute sans clignoter en roulant comme des fous, et plutôt que de radar qui va vous flasher à 83 à l'heure au lieu de 80 dans une route qui, il y a quelques années, était à 90. Mais exactement. Le nombre de gens, par exemple, qui mettent plus leur clignot dans les ronds-points ou même pour tourner, je veux dire, c'est de plus en plus. Et s'il y avait des gendarmes sur les bords de route, je pense qu'il y en aurait moins. Alors, Guylaine, restez avec nous. Gilles, notre auditeur du jour, veut réagir aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Guylaine, elle est dans zone rurale, hein, dans la Haute-Vienne. Vous êtes en zone urbaine, en Seine-et-Marne. Oui, moi je suis en Seine-et-Marne et en fait je suis vraiment mitigé parce que je reconnais que c'est vraiment une pompe à fric les radars, mais je ne peux m'empêcher de penser aussi que s'ils n'étaient pas là, il y aurait des comportements plus dangereux quand même. Donc vraiment mitigé. Alors, on va faire réagir les voix. Philippe Bilger voulait réagir. Je voudrais savoir, est-ce que Pierre Chasseret considère que il faut choisir entre la présence de police qui est souhaitable sur la route et éliminer le radar, ou est-ce qu'il souhaite le cumul, ce qui serait, me semble-t-il, une attitude de bon sens? Pierre Chasseret, pour répondre à Philippe Bilger, à Guylaine et à Gilles. Eh bien, Philippe, Guylaine, Gilles, tu vas mettre tout le monde d'accord, parce que c'est ça la réalité. C'est que l'idée n'est pas d'enlever les radars. L'idée, c'est de réfléchir pourquoi en France ça ne fonctionne pas dans l'opinion publique et que ça fonctionne ailleurs. La clé, Philippe, et Philippe Bilger, les deux Philippe, la clé, mais Philippe, c'est que tout se joue dans la tolérance que l'on doit appliquer à la réglementation. Pour faire simple, tous nos voisins européens qui font mieux que nous en sécurité routière. Tous ceux qui font mieux que nous. Je rappelle, on est le 15e élève européen, on joue pas la Ligue des Champions, on est mauvais. Eh bien, tous nos voisins mettent une marge de tolérance d'environ 10% sur les radars pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tout petits excès de vitesse qui soient sanctionnés. La conséquence, c'est quoi? C'est que certes, il y a un peu plus de tolérance sur le bas de la descente, celui qui n'a pas fait attention au compteur parce que ça peut arriver d'être quelques kilomètres-heure au-dessus. Et en même temps, les radars restent là pour contrôler la route et envoyer ce bon signal qui est un excès de vitesse trop important et dangereux. Moi, je suis pour une politique anti-chauffard. Je ne suis pas sur une politique qui vient sanctionner Guylaine, qui prend sa voiture de temps à autre pour faire les courses et qui, en bas de la descente, était 4 km/h au-dessus. Ça, c'est de la débilité. Alors, René Chine, vous posez une question. Non, je voudrais une question très courte à Pierre. Est-ce que cette pompe à fric sert quand même à quelque chose, à votre avis? Honnêtement, je vais faire le lien sur l'opération qu'on a lancée ce matin avec 40 millions d'automobilistes. Ça s'appelle, vous vous souvenez, du site internet mis en place par l'État qui s'appelait En avoir pour mes impôts. Nous, on a créé En avoir pour mon radar.com parce que je pense que si les gens ne supportent plus l'objet radar, si les buralistes s'y attaquent, si les bonnets rouges s'y attaquent, si les gilets jaunes s'y attaquent, c'est parce que cet outil représente aujourd'hui le symbole d'une taxe injuste. Si on veut en faire une taxe juste, moi je propose un truc tout bête. Vous allez sur enavoirpourmonradar.com et vous allez voter sur le site mis en place par mon association, 40 millions d'automobilistes, et vous allez voter pour l'argent où vous souhaiteriez l'endroit où vous souhaiteriez que cet argent soit affecté. Je vous donne un exemple. Si demain l'argent des radars était affecté au passage du permis de conduire de nos enfants, ce serait 1 000 € de moins par jeune. Pardon, mais ça n'existe pas, cher Pierre Chasseret, une taxe affectée. Je suis désolé de vous le dire, alors on y vient. Si on peut, parce que c'est le but de notre opération. J'ai beaucoup réfléchi. En principe, je sors des trucs qui sont plutôt pas cons. Ceux qui écoutent le samedi Sud Radio ces dernières années dans sa roule étaient au courant. Parce qu'on a toujours eu raison avant les autres, au final.
Comme quand je vous disais qu'on Vous avez réconcilié mes deux cerveaux déjà. Mais très court, 10 secondes, que le passage à 80 fonctionnerait pas et que je disais que le passage à 90 serait une bonne chose pour la sécurité. Ça a été le cas aujourd'hui. Donc moi, je voudrais insister sur quelque chose. L'objectif de cette opération, c'est de trouver ensuite des parlementaires qui créent un compte d'affectation spéciale, parce que c'est possible. On peut créer un compte d'affectation spéciale qui permettrait quoi? Qui permettrait par exemple, je verrai ce que les gens vont voter, mais qui permettrait de dire, nous, l'argent des radars, on veut qu'il soit affecté à une ristourne carburant, à 1 000 € de moins sur le permis de conduire de nos gamins. Et là, je peux vous dire que l'argument du radar Pompe Afrique disparaîtrait. Tant qu'on sera sur une vision où l'État veut sauver le soldat radar en nous faisant passer des vessies pour des lanternes et dont le seul objectif c'est de prendre 1 milliard d'euros, Philippe, ça fonctionnera pas. Merci Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes qu'on retrouve tous les matins sur Sud Radio à 6h15 dans la chronique Ça roule. Merci Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, René Chiche. Tout de suite, on retrouve Thomas Binet et Philippe Loiset dans les incontournables de la gestion de copropriété. Et juste après, on retrouve le rugby, bien évidemment, avec cette petite finale de Coupe du Monde qui va opposer les Pumas aux 15 de la Rose. Allez, on se retrouve lundi 17h sur Sud Radio avec Les Vraies Voix et Cécile de Ménibus qui sera de retour.